Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Philippe Andoc, producteur, concepteur d'émissions TV et web, animateur à la voix de velours. Sans plus attendre, donnons la parole à cette voix libre aux sonorités qui parfois intriguent. Philippe, bienvenue dans cette émission. Je viens rapidement de vous présenter, par contre, j'aimerais savoir en vos propres termes, qui est Philippe Andoc? Philippe Andoc, c'est un caméléon. Philippe Andoc, c'est une personne entière. Je suis quelqu'un de très cash. Je suis quelqu'un qui aime le travail, qui aime son travail. D'après mon métier, vous l'avez annoncé tout à l'heure, producteur, travaillant sur le web, concepteur. Je crois que dans le métier d'animateur, il faut savoir déjà un peu s'intéresser aux gens, aimer les gens. Dans la définition d'animateur, c'est une définition grecque qui s'appelle anima, donc qui voulait dire que c'est les gens qui aiment les gens, c'est-à-dire que qui vont à la rencontre des gens, qui vont à l'écoute des gens. Et dans ce métier-là, je crois que c'est un métier d'écoute, c'est un métier de passionné. Et je crois que c'est le terme. Pour avoir la passion de son métier. Parfois, elle déborde chez moi. Parfois, elle peut déranger aussi. Mais je vais dire, qu'on m'aime pas, c'est pas le but, c'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des choses à des gens quand je suis sur des missions, sur des présentations, quand je prête ma voix aussi de temps en temps pour la RTS, parce que je ne fais pas que de la RTS. C'est un temps qui est un peu limité, c'est à peu près 15% de mon emploi du temps. Cela me permet aussi de travailler sur d'autres projets. Et lorsque je travaille avec des équipes, j'aime que les gens s'impliquent comme moi. J'ai souvent travaillé avec des équipes où j'étais un leadership naturel, où je traînais tout moi-même, et que les autres derrière étaient en train de skier, étaient comme dans le monde du vélo, on suçait la roue, quoi. C'est-à-dire qu'on était aspiré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est terminé. Je vais dire que là, je préfère être avec des gens, et je vous parlerai des personnes avec qui je travaille sur les podcasts, mais je préfère travailler avec des gens qui ont la même idée, la même projection, la même envie. Effectivement, ça permet d'avancer plus rapidement. Je crois, puis en plus, ça dépend ce qu'on fait dans sa vie. Lorsqu'on parle de vie professionnelle, on passe par des étapes. C'est comme, en fin de compte, des étages. C'est-à-dire que vous êtes sur un tremplin, ça s'est bien passé, tant mieux, vous pouvez accéder, mais lorsque tout d'un coup, ça n'a pas marché, ou ça peut être un échec. Moi, je dis toujours, j'aime beaucoup les animaux et j'aime beaucoup un animal en particulier, c'est le chat et le monde des félins. Pourquoi? Parce qu'ils savent rebondir dans toute situation, positive ou négative. Et c'est dans les échecs, dans les incertitudes, dans les coups de, je peux vous le dire honnêtement, on se pose des questions sur soi-même en disant mais on va aller où? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que je veux faire? C'est là-dessus où on peut aller plus haut que prévu. Mais il faut du courage, il faut de l'abnégation. Et je reviens au même mot, Armand, c'est la passion. Je comprends maintenant mieux votre analogisme avec les chats, particulièrement quand vous avez dit que vous aimez vous entourer de personnes qui ont la même vision que vous, parce que si je résume le tout, je pense que l'on est fait l'un pour l'autre. Oui, c'est un joli jeu de mots, ouais, pas mal, fait l'un pour l'autre, ouais, c'est pas mal. Ça commence bien l'interview. Oui, c'est vrai que il faut savoir s'associer. C'est-à-dire, on doit retrouver dans l'imagerie qu'on donne, comment les gens vous voient, on doit avoir une même imagerie par rapport aux autres personnes qui collaborent avec vous. C'est-à-dire un même style de reflet, des gens qui vont vous apporter d'autres choses. C'est-à-dire que, je pense Armand, on ne peut pas réussir tout seul. C'est pas vrai. Lorsqu'on travaille sur des concepts, c'est une équipe. Je travaille avec une équipe. Alors bien entendu, je suis le concepteur ou je suis le co-concepteur, mais lorsqu'on parle par exemple d'un podcast, c'est une voix. Ok. Mais mis à part la voix, il faut un bon son, il faut avoir une imagerie sonore, il faut un travail de fond. Le podcast, aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler, mais est en pleine explosion, évolution. Et je pense qu'il y a un moment donné, on a besoin aussi d'avoir le retour des autres. C'est important pour pouvoir mieux avancer. Si vous n'avez pas de retour des gens avec qui vous travaillez ou des gens qui vous écoutent, comment voulez-vous évoluer? Dites-moi, quelle est l'origine de cette vocation pour la voix comme raison de vivre? Écoutez, au départ, je voulais être batteur professionnel. J'avais fait toutes les écoles de musique ici à Genève, les cadets de Genève, je garde une
super souvenir, harmonie militaire, j'ai fait de la percussion classique, je suis allé au conservatoire de musique populaire, puis je voulais partir à Boston parce que je rêvais d'être un batteur de jazz. Et à Boston, il y a la Berklee School Music qui vous apprend pendant 1 année à 2 ans, vous travaillez en studio et à un moment donné, ils vont vous mélanger, vous batteurs, avec d'autres musiciens. Et dans les jam sessions prévues de l'époque, à l'école, vous avez la possibilité d'être confronté à des grandes stars comme George Duke, Stanley Clarke, la grande crème américaine du jazz et du jazz funk, qui venaient écouter des étudiants pourraient devenir des futures stars de demain. Et puis en fin de compte, j'ai pas eu l'occasion de partir, ça ne s'est pas fait. J'ai eu mon fils qui est arrivé dans cette période-là, parce que j'étais déjà papa. Et l'époque des années 80, c'est en 82 que la radio FM est arrivée en Suisse romande. Ça commence avec Couleur 3. Après, il y a eu Katy FM. Et c'est en écoutant une radio qui s'appelait Amplitude Bleue à l'époque, qui était basée sur Collonges-sous-Salève dans un chalet à 1200 mètres d'altitude, où j'écoutais cette radio. Et à l'époque, je rentrais de l'armée, puis je me disais, voilà, la batterie, ça va pas être facile, donc qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est la radio qui m'a attiré tout de suite. C'est le fait du son, de parler à la radio et puis de partager des choses avec des gens, et c'est ça qui m'a attiré, et c'est ce moment-là qui m'a donné le déclic en disant, c'est ce métier que je veux faire. C'est vraiment là, à l'époque 82 à peu près, c'est là où ça a commencé en fin de compte. Qui n'a pas été, je peux vous dire que ça a foutu des coups de gueule dans ma famille, parce qu'ils disaient, ouais, mais ce métier animateur, mais tu vas pas faire animateur, mais t'es fou. C'est pas un travail. C'est comme tous ces gens qui sont comédiens, comédiennes. Et puis, quand vous rencontrez de la famille ou tout d'un coup vous sortez avec votre petite copine, vous avez des parents, vous faites, alors qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Ben, je suis animateur de radio. C'est pas un boulot. Non. C'est un métier. Et ça n'a pas été facile de le faire accepter dans ma famille, mais c'est plus tard avec les années que ma mère a compris en fin de compte ce qui m'animait, ce qui me donnait envie et ce qui me rendait en fin de compte heureux. Parce qu'aujourd'hui, aller faire un job où quand vous vous levez le matin et vous dites « Ah non, faut que j'y aille. Ah non, j'ai une équipe, je les supporte pas. Ah non, je fais un boulot juste pour subvenir à mes moyens. » Ben vous n'allez pas travailler longtemps dans cette boîte. Je vous le dis. Et ça, c'est important de se lever le matin, de se dire « J'ai une belle journée, je vais faire de bonnes choses, faisons une journée constructive. » Ça, c'est important. C'est la base, c'est l'énergie, quoi. Un café, c'est une belle journée, j'aime mon métier. Il y en a combien qui se posent la question? Ils ne se posent pas la question parce qu'ils n'aiment pas leur métier. Je crois qu'il y a à peu près 80% de personnes qui n'aiment pas leur métier, donc ils font de l'alimentaire. Ils font de l'alimentaire, mais c'est ça. Ou alors ils font ça parce qu'ils ont fait plaisir à papa et maman, parce qu'ils ont fait des études et ils gagnent très bien leur vie, donc ils ne peuvent pas changer parce qu'évidemment, ce qu'ils veulent faire, ça ne gagne pas autant, et puis voilà. C'est un peu ça, et puis je pense qu'il y a aussi un moment donné, c'est la base, hein. Je crois qu'il faut être heureux soi-même pour rendre heureux les autres. Je pense que ça soit dans le professionnel ou même dans la vie privée, quoi. Si vous n'êtes pas heureux, comment voulez-vous rendre heureux quelqu'un? On peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est ça. Et puis je pense qu'aujourd'hui la vie c'est un échange, mais la vie de l'échange, il ne se fait pas avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. C'est vraiment, vous savez, dans ce métier-là, vous interviewez beaucoup de gens, de personnalités. Je pense qu'aujourd'hui, l'échange, après, c'est de la qualité. On connaît beaucoup de monde. C'est vrai, on connaît beaucoup de gens. Mais le jour où vous êtes dans le jus, le jour où vous avez un problème, je peux vous dire, vous allez compter vraiment les personnes qui comptent sur vous sur les doigts d'une main. C'est une réalité. Alors moi, j'ai des gens avec qui je partage certaines choses. J'en ai pas 50 000, mais ce sont des gens de qualité. C'est des gens que j'apprécie. C'est des gens qui ont aussi une vision en disant tiens Philippe, ça c'est bien, tiens Philippe, c'est pas mal, mais pourquoi tu penserais pas comme ça, etc. Et j'ai en fin de compte ce que j'appelle des testeurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui me connaissent, mais qui me connaissent bien parce que l'image que je donne est l'image que je donne, mais il y a aussi l'autre Philippe Ondoc que les gens ne connaissent pas obligatoirement. Je donne une image très de caméléon parce que je peux faire beaucoup de choses différentes, mais après il y a le Philippe dans la vie privée et celui-là, je le protège. Il y a des gens qui le connaissent bien, mais je donne pas accès si facilement que ça. Je mets aussi quand même une armure, ce qui est important aussi pour se protéger dans le monde qu'on vit. Voilà. À vous entendre, la voix comme moyen d'expression, c'est une passion en fait. Oui, c'est une passion et puis vous savez au départ ma voix je pouvais pas l'encadrer. Ça a été très très difficile au départ parce que dans les années 80, vous parlez derrière un micro, etc. Vous savez pas comment poser votre voix. J'ai mis des années avant de l'accepter.
Ça a été plus tard parce que bon, j'ai travaillé sur Amplitude Bleue, Radio Plus à l'époque était Annemasse. Après j'ai travaillé sur Radio Lac, l'ancienne Radio Lac à la place des Halles de Lille, qui était une belle radio. Oui. Après c'est sur Paris en fin de compte où j'ai travaillé 10 ans et c'est là j'ai été vite mis dans le bain de la réalité de se battre en concurrence avec d'autres animateurs pour travailler sur des événements, pour travailler aussi sur des extérieurs pour des radios, pour travailler aussi sur des événements sportifs. J'ai fait beaucoup d'événements sportifs en France. Et en France, c'est vraiment l'école de la vivacité d'esprit, l'école où on entend écouter une voix. Il faut travailler ses textes même en animation extérieure. Je travaillais pour des grands centres sportifs où on faisait par exemple des concours à l'époque des sauts à l'élastique. Je sais pas si vous avez déjà fait un saut à l'élastique, Armand, ou pas? Non, Sur un je pont? pense pas que, comment dire, je me lançais dans le vide comme ça. Ben voilà, moi ça j'ai fait ça. Voyez, par exemple, lorsqu'on était sur des grands centres commerciaux pour une enseigne nationale, à l'époque, il y avait justement ces sauts à l'élastique qui étaient en pleine expansion. Et j'ai fait ça sur des centres commerciaux avec une tour à 65 mètres de haut, ou par exemple depuis un pont. Et là, à ce moment-là, vous avez le micro en main, vous devez faire confiance. Vous allez dire, l'essentiel, c'est que ça marche et puis que tout va bien se passer. Mais quand vous êtes dans ce système-là, je vous donne un exemple comme ceci, vous avez les gens qui vous regardent. Les gens, quand vous êtes en extérieur, vous êtes vu, vous êtes écouté. Quand vous êtes en radio, vous êtes caché, vous êtes dans une bulle. Vous avez la musique. S'il y a un couac, vous pouvez lancer un disque, un jingle ou quoi que ce soit. Tandis que, et puis vous êtes en live, mais quand vous êtes en extérieur et que tout d'un coup vous commencez à crocher sur les mots, vous commencez un petit peu à patiner, les gens le voient tout de suite. Et d'autant plus, il y a toute l'attitude physique qui est remarquée en extérieur, ce qu'on ne voit pas en radio. On va vous voir, on va vous sentir tout de suite si vous êtes à l'aise ou pas. C'est comme dans des soirées, comme dans des événements. Je travaille sur le Tour de Romandie, je travaille sur le Tour de Suisse comme speaker pour faire par exemple le côté coulisses des coureurs, des portraits, etc. Faut avoir la vivacité, de nouveau, ça rentre, comme je le disais tout à l'heure, dans le contact, dans l'envie, puis il faut avoir un relationnel naturel. Les gens le sentent tout de suite. Par rapport à votre voix, j'ai envie de rebondir là. Oui. Vous avez dit que la période française a été très importante dans votre développement professionnel. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on trouve son public? Comment est-ce qu'une voix trouve son public? Souvent par différentes personnes me disaient, voilà, t'as un grain de voix à part, on te reconnaît très vite. Je voudrais pas ni me vanter ni quoi que ce soit. Je veux pas te flatterie inutile, ça me sert à rien. Mais les gens me disent, c'est une voix qui accroche, qu'on entend, qui est claire. Vous disiez tout à l'heure un peu une voix de velours, etc. C'est une manière de l'intonation, de mon débit, de mon rythme. Après, vous avez des voix qui accrochent, il y a des voix qui énervent. Non, mais c'est vrai. Vous savez, par exemple, j'entendais de temps en temps des speakers ou des speakerines, par exemple, vous savez, à l'époque des grandes foires, comme par exemple le comptoir suisse de Lausanne ou autre. Lorsque vous annoncez des stands, des halles, vous êtes dans une cabine. Et parfois, il y avait des voix qui passaient, puis des autres, pas du tout. C'est terrible pour les gens qui sont soit exposants ou les gens qui visitent, d'entendre une voix qui vous énerve. Quand vous êtes dans une grande exposition, vous êtes le lien entre les clients, les gens qui sont là, le public et les exposants. Vous avez quand même une responsabilité. Et une voix dénote la personnalité, je pense. Les gens qui travaillent en studio, après, ça dépendra des grains de voix. Il y en a qui iront pour les pubs, il y en a qui iront pour les films institutionnels. Je m'oriente actuellement sur les films documentaires parce que le film documentaire, c'est encore un autre défi, Armand. Parce que dans le film documentaire, vous devez comprendre ce qu'a voulu faire passer comme message le réalisateur ou la réalisatrice. Et après, dans le documentaire, votre voix devient un commentaire. C'est-à-dire comment vous allez placer la voix, comment vous allez prendre le texte. C'est dans le domaine après de la post-synchro. Je parle pas de doublage. C'est juste poser votre voix sur un commentaire. Les documentaires, ça m'intéresse beaucoup parce que ça raconte des histoires. Documentaire pour le cinéma ou la télévision. Oui, les films institutionnels, c'est plus dans un côté basique, mais le documentaire, c'est un autre défi. Les pubs, oui, pourquoi pas. Mais après, vous savez, je dirais c'est l'ingé son qui a une banque de voix. Après, ce métier, c'est vraiment un métier de relation. Le monde du doublage et de la synchro, de la post-synchro, c'est une famille extrêmement fermée. On ne rentre pas comme ça. Il faut que quelqu'un à l'interne dise, tiens, voilà, lui, il a une voix différente, écoute ça. Et à ce moment-là, le client va écouter en disant, ok, je prends cette voix. Ça ne tient à pas grand-chose, Armand.
C'est comme dans n'importe quelle, entreprise professionnelle. C'est toujours Oui, il faut savoir le se vendre. relationnel. Il faut savoir Oui, être là au bon moment, il faut savoir cultiver les oui, relations pendant de oui. nombreuses années sans attendre quoi que ce soit. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, paf, j'ai un ami à moi qui veut faire ça, va voir avec lui. C'est ça, et c'est plusieurs facteurs, vous l'avez dit absolument, c'est au bon moment, le bon contact, la bonne relation. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. C'est ces trois facteurs. Après, il y en a un quatrième, Armand. C'est beaucoup travailler. Faut pas l'oublier, celui-là. Je crois que c'est le plus important. Savoir rebondir sur autre chose. Je crois que, Armand, ma vision va au-delà de l'horizon. Un temps donné, j'avais les œillères. J'étais un garçon assez buté. Je suis plutôt un gars je suis une personne de terrain qui parle cash. Je reste poli, mais je suis très clair dans mes propos. C'est oui ou c'est non. Je veux dire, je n'ai pas d'entre-deux. Je ne fonctionne pas dans l'entre-deux. Je suis quelqu'un d'assez intègre. Ça plaît ou ça plaît pas. En partie, ça plaît, mais il y a des moments donnés, je peux dire aussi mon point de vue en disant non, je suis pas d'accord. En étant très clair, en étant posé. J'ai ma personnalité et je pense qu'aussi la relation confiance est importante parce qu'on voit le travail qui est établi, soit en amont, comment on travaille avec le client ou une entreprise ou j'ai d'excellents rapports par exemple avec la RTS, mais je veux dire, c'est une question de contact. Mais c'est pas parce qu'on a un bon contact que le boulot ne doit pas être bien fait. Ça, c'est important. Et je pense que la remise en question, prendre le temps de se poser, de réfléchir et de se dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je dégage. C'est, le travail. Je pense qu'on appartient à une génération où on a été éduqué avec ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire le travail, c'était de le faire comme il faut. Donc pour nous, la quatrième option pour les personnes de notre génération, je veux dire, c'est ça choque pas. Je prends tous les gens, par exemple, de la cinquantaine. Ouais, mais il y a des femmes, il y a des hommes qui sont formidables, qui ont une énergie incroyable. Ils ont de l'expérience. Alors après, c'est toujours le problème de budget, de salaire. Oui, mais on prend quelqu'un, on préfère prendre des plus jeunes. Oui, mais l'expérience est là. Vous avez des gens fantastiques. Mm-hmm. Les gens qui ont du talent. Moi, je vois des ingé-sons, je vois des costumières, je vois dans la palette de ce métier dans lequel je suis, qui est dans le monde du multimédia, des gens formidables. J'ai fait, par exemple, une présentation. C'était à l'hôtel La Réserve pour une ONG qui s'occupait des enfants et des enfants en Afrique qui étaient sans père, sans mère, qui avaient besoin d'argent, qui avaient besoin d'ordinateur, etc. Puis il y avait l'une des meilleures couturières française qui avait été élue d'Edor, qui était venue montrer sa passion sur un défilé de mode, etc. J'ai présenté ces gens et puis bien entendu il y avait une œuvre de bienfaisance en disant voilà, on va donner de l'argent, etc. Ça a récupéré quand même pas mal d'argent. Ça fait voir la passion des gens, ça fait voir les gens. Il y avait 200 personnes, c'était bien avant le Covid, c'était l'an dernier, mais ça a fait voir l'implication des gens. C'était la ligne, l'émotion, mais avec aussi des gens de talent qui veulent donner de leur temps pour que ces enfants de l'autre côté du monde puissent avoir quelque chose, puissent avoir un toit, puissent avoir aussi un moyen, un soutien, un développement, d'avancer. Ils sont orphelins et je crois que ces enfants, qu'ils soient de l'autre côté du monde ou même en Suisse, puis il y a quelque chose qui me tient, vous savez, beaucoup à cœur, c'est parce que moi j'ai vécu ça et ça fait partie aussi de mon enfance quand vous n'avez pas de père mais que vous avez une mère, que c'est difficile, vous avez une maman formidable, vous n'avez pas de papa, et puis vous avez une maman qui travaille très dur, et c'est toujours très 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 dur pour terminer les fins de mois. Et moi je pense qu'un jour, dans la réussite et tout d'un coup il y a vraiment un développement financier, j'en avais parlé avec une amie de créer une association pour aider aussi ces mamans qui sont parfois dans le désarroi, parce que ces enfants n'ont pas demandé à venir dans des conditions pareilles, mais aussi qu'on puisse les aider. Et puis qu'ils puissent vivre leur vie et puis qu'ils soient forts pour plus tard. C'est important, vous savez, le départ, Armand. Je pense que l'enfance, il y a un reflet beaucoup. C'est toute l'enfance et comment elle est abordée. Et après, comment on peut réagir. Pour moi, c'est le socle. Quand vous arrivez, vous avez des parents, vous n'avez pas de parents, vous n'avez qu'un parent. Vous n'arrivez pas égal quelque part. Ouais, vous arrivez comme tout le monde. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais c'est pas parce que vous avez moins de facilité
que vous n'allez pas y arriver. Bien au contraire. Et je pense qu'il faut avoir une envie, une rage. Je dirais une rage dans le bon sens. Parce qu'on a envie. On a envie de faire des choses, on a envie. Moi, je parle toujours dans un côté positif, constructif, évolutif. L'envie, vous la transpirez, quoi. Les gens le sentent. Vous n'avez pas besoin de la jouer, ni de la surjouer. Elle est naturelle. Est-ce que la voix, ça se travaille à l'image d'un sportif? Est-ce qu'il y a des exercices que l'on doit faire pour que la voix soit toujours chatoyante, qu'elle dégage toujours cette onde de positivité? Ou est-ce que c'est un instrument avec lequel on est avec ses caractéristiques techniques, et puis c'est là ad vitam aeternam et qu'on n'a pas besoin de travail? Alors, dans cette question-là de la voix, Armand, c'est simple. Pour les chanteurs, il y en a beaucoup qui prennent des coachs pour travailler leur voix. Les gammes, ce qu'on appelle répéter les gammes. La voix est un instrument aussi de travail, bien sûr. Alors, par exemple, pour les speakers, c'est tout le travail au niveau de la diction, poser la voix, la respiration, mais avec le ventre. D'ailleurs, je vais prochainement partir pour une école référencée en France dans le doublage de voix post-synchro, voix documentaire. On écoute tous les détails. La respiration, l'intonation, la diction, le ton. Là, ça se travaille. C'est tous les jours pour moi un travail. Quand je parle, je parle normalement là, mais quand je parle d'intrigue ou d'autres choses, par exemple, si je parle par exemple pour une post-synchro pour un film, ma voix sera naturelle, mais je vais la travailler par rapport à ce qu'on me demande. Donc, je travaille une gamme selon mes capacités. Le but n'est pas de surjouer. Attention, la voix doit être posée, naturelle, puis il y a des voix qui passent ou passent pas, mais il y a le travail tous les jours, c'est clair, et puis surtout la diction. Prenez un exemple, un mot, Armand. Maintenant, il est facile celui-là. Maintenant, souvent les gens disent maintenant. Le E, il est complètement aspiré. C'est ce genre de petits détails, petit, il y a tout de suite une contraction. Attention. Quand je fais des jeux, je vous raconte un truc. C'est par exemple, à la RTS, moi j'avais un ingé son qui me disait Philippe, c'est très bien, on va le recommencer. Alors je dis pourquoi? Il me dit c'est très bien, je sens ton envie, très française, bonsoir, mais bon, non plus en n'étant pas exagéré, il m'a dit peut-être un peu plus calme, il y a une très très belle envie, elle est très bien, mais un peu plus posée, on est en Romandie, etc. Alors je l'ai refait. Un exemple. Et puis un autre, toujours dans cette belle maison, la RTS, mais un soir, un collègue me dit « Ouais, c'est bien, mais t'as bouffé un mot. » Ah bon? Ouais. Nous vous rappelons. Ok, je le refais. Voilà. C'est le genre de petits détails. Moi, je préfère qu'on me dise les choses en disant « C'est bien, refais-moi ça. » Et ça me permet, je prends du plaisir à mieux le sortir. Voilà. Dans le genre de petites anecdotes. Donc, instrument et travail. On a parlé du podcast. Oui. J'aimerais, savoir qu'est-ce qui vous a amené au podcast. J'ai eu le plaisir d'écouter plusieurs de vos podcasts, qui sont très bien faits d'ailleurs, que je recommande aux personnes d'écouter. Ça s'écoute très facilement, c'est court, c'est parfait pour une pause café. Donc, allez-y, vous gênez pas. Merci Armand. Bon, déjà pour moi le podcast, c'est une évolution aujourd'hui dans le monde que nous vivons. Pourquoi? Il faut savoir que le podcast déjà existait depuis pas mal d'années aux États-Unis. Déjà la définition du podcast, c'est un fichier numérique. Après, le but c'est que aujourd'hui dans le monde des radios, elles ont la possibilité d'avoir leur place. Maintenant, il y a des radios qui sont formatées. Alors après, ça peut les intéresser. Après, ça dépend aussi du format. C'est-à-dire combien de temps? Est-ce que c'est un 4 minutes? Est-ce que c'est un 7 minutes? Est-ce que c'est un 11 minutes? Après, les gens, vous savez, le matin, ils écoutent la radio, puis après, ils passent leur journée au travail, ils reviennent, ils vont réécouter la radio, puis après, ils vont soit regarder Netflix ou peut-être écouter de la musique. Et le podcast permet, je pense, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il peut être écouté à n'importe quel moment, et j'ai l'impression que, par exemple, pour les intrigues, les gens écoutent cette histoire, c'est comme si je leur parlais.
Ils ont cette sensation qu'on leur parle, rien que pour eux, dans leur cuisine, dans leur salon, dans leur chambre à coucher, quel que soit l'endroit, dans leur voiture. Et le podcast, c'est un travail. Vous savez que Intrigue par Philippe Andoc, c'est devenu une marque. J'ai déposé le nom déjà depuis plusieurs semaines, parce que j'ai travaillé sur des concepts où parfois, je peux le dire, avec les collègues, nous avons eu des concepts qui ont été volés. D'autres médias ont développé une faille. Bon, bref. Et ça vous apprend aussi beaucoup. En disant, j'ai décidé depuis plusieurs semaines de déposer la marque maintenant, qui est à Berne. C'est une déposition protection suisse. Et nous pensons maintenant à la déposer côté Europe. Et le podcast, c'est un travail d'équipe. Vous l'avez entendu. Vous êtes immergé dans les histoires. Alors, il y a une équipe, sans eux, je crois que ces podcasts n'auraient pas de valeur. Vous pouvez être une voix tout seul, vous pouvez bien raconter l'histoire. Alors souvent, les gens disent, tiens, ça fait penser un peu style Pierre Bellemare, etc. Parce qu'au départ, comment est née Intrigue? C'est ça aussi qui est important. Au départ, j'étais dans une radio bénévole associative. Un jour, je raconte une petite histoire d'un fait divers. Ils me disent, ouh là là, tu racontes bien des histoires, faudrait que tu nous racontes des histoires. Et c'était justement dans la période du Covid, parce qu'avant, je faisais des interviews de stars, Francis Huster, Ian Collins ou d'autres. Ouais. Et puis, est arrivé le Covid. Plus possible d'avoir des interviews même par Skype. Donc, est arrivé ce soir où je lis un fait divers. Ils me disent, faudrait que tu nous montes des histoires. Alors, j'ai travaillé pendant 2 semaines. J'ai trouvé le mot intrigue par Philippe Andoc. Et puis, on a fait ça pendant 2-3 mois. Est arrivé l'été dernier. Moi, j'avais besoin aussi un petit peu de souffler, puis de revoir l'émission et de la faire évoluer avec des musiques. Et puis souvent, dans ces radios, souvent ils ont les moyens qu'ils ont. Je trouvais pas obligatoirement toujours le son parce qu'il y avait toujours un petit problème technique, un petit truc où la musique n'était pas encore à niveau, etc. Puis un beau jour, j'ai décidé, et puis j'avais déjà ça en tête depuis septembre dernier, de faire un travail podcast et de travailler plus sur un programme, par exemple, Serial Killer. Pourquoi? Parce qu'il y a un public là-dessus. Et Intrigue s'oriente sur tous les publics. Je parle de faits divers, je parle d'histoire, je parle de cité souterraine, d'Irène Couillou. En 1963, Omer Demir découvrit, presque par hasard, à quelques 30 km au sud de Nevşehir, en Turquie, un puits profond, en turc, d'Irène Couillou. Je parle de Guillaume Tell. Là, vous avez les possédés de Loudun. Très prochainement, vous allez avoir le Saint-Sépulcre. Le 26 octobre 2016 à 19h, des scientifiques procèdent à l'ouverture du tombeau du Christ. Qu'ont-ils découvert? Si tu veux le savoir, abonne-toi. Et je vais faire une intrigue sur les Kennedy aussi. Vous voyez, je m'oriente sur tout, pour tous les publics. Et il y a une équipe derrière, parce qu'ils ont une agence digitale qui s'appelle A-Agency, qui est une agence digitale qui travaille aussi sur les podcasts, sur les vidéos. Et puis, il faut savoir, Armand, aujourd'hui, cette agence, je crois que nous sommes les seuls en Suisse romande à proposer des podcasts. Parce que les podcasts d'Intrigue, Aurélien, qui est ce que j'appelle le sound designer, Aurélien, lui, c'est un guitariste professionnel qui a fait une école de design et d'art graphique, qui a tout réussi. C'est un garçon qui est passionné par le son. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui travaille au casque. Et quand je travaille au casque dans la cabine, on se prend un petit café ensemble. Et puis, il me dit, bon, Philou, t'es prêt pour l'intrigue, etc. Allez, rentre en cabine. Et puis, je suis dans cette cabine. Et dès que je suis dans l'histoire, je vis l'histoire. C'est-à-dire que c'est comme un film de cinéma et je suis dans l'histoire. Et je la raconte sans la surjouer. Surtout lorsqu'il y a tout d'un coup, par exemple, des textes où il y a des gens qui jouent, par exemple, ça peut être un inspecteur de police, etc. Il y a des tons à donner. Et les tons ne doivent pas être surjoués. Et lui, il écoute tout. Et il y a des moments donnés, il me dit, ce paragraphe était bon, peut-être l'attaque, revois ça s'il te plaît. Et je le refais. Ça, c'est un travail, vraiment un duo incroyable. Puis il y a une troisième personne. Alors ça, c'est une femme. Et je trouve que les femmes sont formidables dans les équipes parce qu'elles ont une valeur ajoutée énorme. Delphine, elle, c'était par exemple une sportive d'élite qui a été coach, qui a beaucoup voyagé dans le monde, qui a fait 10 ans au Québec, qui est allée aux États-Unis, qui est allée en Europe. Alors, elle a une particularité, c'est qu'elle aime la musique, mais elle aime les musiques
de films documentaires. Elle regarde beaucoup de films documentaires. Et elle, ce qu'elle va voir, c'est pas simplement que le contenu, elle va écouter les musiques. Quand je vais chez elle, c'est assez drôle. Elle a une playlist, mais hors norme. Elle est toujours avec un casque, elle écoute toujours des nouveautés, des musiques, et c'est elle qui nous fait toute l'atmosphère création sonore. C'est elle qui va aller chercher tous les bruitages. Et elle, quand elle écoute l'histoire, elle déjà lit le texte. Après, elle va écouter ma voix en enregistrement. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se dire, ah, pour Guillaume Tell, tiens, un arbalétrier, je vais trouver une flèche qui arrive, etc. Elle s'immerge, elle visualise en écoutant ma voix. Elle lit d'abord le texte. Elle va écouter le podcast qu'on appelle Nu, donc qui est le ciment, et c'est elle qui va ajouter l'agrément. Sans eux, Intrigue n'aurait pas cette valeur. Merci à tous les deux. Et en plus, Aurélien fait tout le travail sur la communication des canaux. Nous avons une page Facebook, nous avons un compte Instagram, nous avons une page YouTube, nous avons Twitter, Intrigue par Philippe Ondoc. Et d'ailleurs, tiens, l'autre jour, on a un tweet d'Alain Chabat sur Twitter sur Intrigue par Philippe Ondoc. Intrigue. Des histoires réelles racontées par Philippe Ondoc. Du fait divers au serial killer. Paranormal, suspense, cold case, du sordide, voire de l'insoutenable. Intrigue. Prêt à frissonner. Et ça, c'est un travail. En 2 mois, les audiences, nous, on les remarque, les statistiques. Elles ont pris une évolution incroyable sur cette histoire. Donc, le podcast, pour moi, est une valeur ajoutée. Je pense que les entreprises ou les sociétés pourraient même être amenées à raconter des histoires, ou s'il y a, par exemple, un teasing à faire, par exemple, sur le monde des livres, sur lequel nous travaillons, c'est possible. Et puis, je vais vous donner un peu une petite exclusivité, c'est qu'on est en train de travailler sur l'intrigue, mais maintenant en vidéo. C'est-à-dire que ça va être vraiment l'histoire totalement digitale, travailler, mais ça va être un pur produit digital, avec des effets, avec des images, etc. Parce que les gens aiment ça. Et le but, c'est de faire partager cette passion, faire découvrir des nouvelles histoires. Je suis sûr que, par exemple, il y a un canton que j'aime beaucoup en Suisse, qui est le Valais. C'est un joli canton. Bon, la Suisse est belle, mais il y a aussi des jolies intrigues. Donc, voyez, j'essaye de ne pas oublier la Suisse, parce que c'est mon pays que j'adore. Mais la Suisse, il y a des choses à faire. Mais j'invite les gens à découvrir le monde, à découvrir avec des histoires, des intrigues inédites. Et bientôt, je vais parler du Rocher d'Or. La Birmanie, avec le Rocher d'Or, je vais parler d'une intrigue avec quelque chose qui se passe avec un rocher qui est tenu vraiment par un fil sur une montagne en moyenne altitude à peu près. Et je raconterai l'histoire, l'intrigue, avec une particularité sur ce lieu. Ça, c'est une nouvelle intrigue qui va apparaître d'ici quelques jours. Mais il faut savoir que pour tous les internautes, Intrigue par Philippe Ondoc, c'est toutes les semaines, une fois par semaine, une nouvelle histoire. Et ils peuvent s'abonner, ils vont sur Apple Podcast comme vous d'ailleurs, ils peuvent étoiler, ils peuvent commenter l'intrigue. Le but, nous tentons toujours d'être réactifs, poser des questions aux gens, les impliquer. C'est pas juste une publication, merci, t'écoutes et ciao. Non. On les invite. Vous avez parlé de Delphine. Oui. Sportive de haut niveau. Oui. Est-ce que vous pensez que ce qu'elle fait actuellement par rapport à tout ce qui est sonorité, est-ce que ça, c'est aussi du sport? Oui. C'est une belle question. Oui. Oui, Delphine, haut niveau. Et ça, c'est du sport de trouver de la musique. Oh que oui. Parce que vous savez, vous trouvez pas les musiques en 5 minutes. C'est de nouveau dans les mêmes phases. Préparation, donc échauffement, donc écoute. D'accord? Oui. Après, l'échauffement, on est dans le sport en lui-même. Donc, tout d'un coup, on trouve les musiques. Donc là, on est vraiment dans son sport. Là, on le vit intensément. Et après, il y aura ce que j'appelle la phase relaxation, récup. Donc là, ça va être, après tout ce qui est le montage musique et les bruitages, l'écoute. Et l'écoute, elle le fait au casque. Et après, on l'écoute ensemble.
je demande d'abord le retour d'Aurélien et de Delphine. Et souvent, Delphine, alors Aurélien a une très bonne oreille, on s'entend assez souvent, mais tout d'un coup, je dis, ouais, mais là, il manque quelque chose là-dessus, vous en pensez quoi? C'est un pur travail. C'est un sacré sport qu'elle fait. C'est un boulot d'équipe, comme j'en parlais tout à l'heure. Sans eux, peut-être, je m'implique dedans. Vous savez, il faut aller chercher ces histoires. Il faut les retravailler. Je les propose. Il faut aussi qu'ils se disent, waouh, ça, c'est une histoire qui a du sens, quoi. Je peux pas arriver avec une intrigue qui tienne pas la route, quoi. Mais non. Et ils sont en droit de me le dire, en disant, mais ça, c'est pas bon. Il y a des jours, ils me disent, là, oui, refais-moi ça c'est bon. Je veux dire, il faut qu'on soit clair entre nous. On n'est pas là pour se dire, ah, bravo, ce que tu fais, pas du tout. Ouais, c'est bien, refais-moi ça. J'ai une idée. C'est de l'énergie, voilà. Je peux pas en dire plus. J'aimerais qu'on change de sujet. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui de la peur. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est plus difficile à maîtriser? Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite? Alors pour ce thème que vous abordez de la peur, si vous avez peur de l'échec ou de la réussite, mieux vaut rien faire. La peur de ça, c'est que vous n'avancez pas. Vous faites un projet, vous le réussissez, tant mieux. C'est un échec, bien entendu, qu'il y a une déception. Bien entendu, il peut y avoir un coup de gueule ou d'exploser un soir en disant je comprends pas, mince, mais pourquoi? Mais cette peur, si vous l'avez au départ, mais vous ne faites rien. Alors je vais vous dire le nombre de projets, si j'avais eu peur à chaque fois, mais j'aurais jamais rien fait. Mais vous ne faites rien. Alors faites un métier, alors je n'ai rien contre les autres corps de métier, faites un métier peut-être où vous n'avez pas besoin d'avoir ce sentiment de peur. Mais aujourd'hui, la peur s'installe de partout, parce que vous avez des pressions, on demande plus aux gens. C'est un autre système de peur. Il faut rester clair dans sa tête, être bien dans ses pompes, puis aller de l'avant, quoi. Peur de l'échec ou de la réussite, moi je n'ai pas de peur pour ça, je l'occulte. C'est clair, je dirais, j'ai plutôt une adrénaline, mais pas de peur. Pour rebondir là-dessus, est-ce que vous avez déjà eu peur, à un moment donné, de perdre cette joie, de partager cet amour d'animer, de produire, de susciter des émotions avec votre voix? Oui, la peur de se dire, je dirais, Armand, dans la question que vous me posez, je dirais, oui, la peur peut-être en se disant, mais je suis bien fait pour ce métier, mais qu'est-ce qui manque pour aller sur les tâches supérieures? Oui, il y a peut-être pas une peur, peut-être plus une interrogation. Pas appréhender, plus une interrogation. Mais c'est bien ça, tu te le dis au fond de toi-même, là. Hey, t'es fait pour ça, là. Et t'as une petite voix dedans. Cling, cling, cling. Hey, oh, réveille-toi. Hey, oh, qu'est-ce que tu fais, là? C'est ça. Et combien de fois j'ai foutu des coups de pied dans des poubelles, poussé des coups de gueule, trouvé des choses injustes. Mais parce que, voilà, je suis vivant, quoi. Et j'ai envie, ça m'a foutu, je le dis, il y a des moments donnés, soyons clairs, ça met les boules. Il y a des choses que vous comprenez pas, on vous dit non, mais parce que il y a des gens qui aiment ce que vous faites, mais tout d'un coup, il suffit qu'une personne décide que, non, c'est non, et parfois, c'est aussi comprendre ces décisions de négatif. Parfois, on l'a, parfois, on l'a pas. Ça fait mal aussi un peu à la tronche. C'est pas une question d'ego, rien à voir avec ça. Ça fait mal un petit peu à sa personnalité. Parfois, on comprend pas pourquoi on vous dit non, ou quand on vous dit j'aime bien ce que vous faites, c'est bien vos trucs. Pour qu'on voit ça, oui, on voit ça quand c'est. Vous savez, il y a une autre bataille après qui s'engage. Vous savez, les podcasts d'intrigue. Il y a eu des groupes de médias qu'on trouvait extrêmement intéressants. On est en contact avec certains groupes. Après, vous gardez cette relation pour arriver au moment où ils se disent écoutez, maintenant on va les prendre. Mais en attendant, il faut continuer à travailler. Parce que si vous attendez que le téléphone sonne, vous n'avez pas fini. Les journées vont être longues. Puis il faut bosser. Donc voilà. La peur, elle est légitime. Mais si on est noué par la peur, on va pas très loin. Maintenant, si avec tout votre vécu, si maintenant vous regardiez dans votre rétroviseur, oui,
quelles choses vous feriez différemment? Alors, le Quelles rétro, choses sont c'est bien. importantes? Quelles choses sont futiles? Je le fais à l'occasion, mais je le fais pas souvent. Mhm. Parce que ce qui est fait et ne reviendra plus. On ne recuit pas ce qu'on a déjà cuit. Mhm. Ça, c'est ma version. Maintenant, il y a des choses, si je devais refaire, je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait dans mon job. Que ce soit les productions comme pour la télévision, pour la limousine, les quiz de 3 ans avec Balexer qui a été un jeu qui a cartonné sur la télé locale de Genève. Mhm. J'ai fait des émissions, j'ai fait aussi des productions extérieures, donc le métier de producteur, d'aller chercher des sponsors comme la limousine pendant 5 ans, vous faites les contrats, chercher les artistes, c'est vous qui faites. La télé ne fait que diffuser, hein. Puis on était diffusé aussi sur des chaînes du satellite, hein. Je veux dire quand même que, voilà, c'est quand même une valeur ajoutée, où j'étais seul à faire tout le travail. Bon, j'avais des collègues, vu que moi j'étais le responsable, où je réglais les sociétés de production, les caméramans, la voix off, je devais travailler mes textes avec un journaliste, mes questions. Lorsqu'on avait, par exemple, on a eu des belles personnalités, hein, Richard Bourringer, Miss France, Rock Voisine, Patrick Fiori. Je veux dire, on a eu quand même des très belles personnalités. J'ai eu plus de 60 personnalités en 5 ans. C'est-à-dire que les gens vous font confiance. J'ai eu Nicolas Serkis d'Indochine, je veux dire, du travail là. C'est du boulot. Ça, je n'ai aucun regret. On a fait une version pour la France, malheureusement, qu'on a trouvé piratée sur une autre chaîne française, un pilote français qu'on avait fait, avec une copro parisienne. Ça, je dirais, sur les petites erreurs de confiance ou de contrat, je pense que il y avait des choses à revoir, à refaire. Maintenant, pour mon implication, mon travail, ce que j'ai donné, ce que je continue à donner, je n'ai strictement aucun regret. Donc, vous appliquez la méthode Édith Piaf. Non, je ne regrette rien. Non. Bien. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on est Philippe Andoc? Je crois que dans cette période que nous vivons, qui est une période difficile, c'est là où ça m'a permis de me reconstruire. Vraiment. Dans cette pandémie qui laisse des gens dans l'interrogation, le désarroi, je peux comprendre. Je pense qu'on est tous touchés, mais après, il y a une question de se démarquer, travailler, réfléchir. Je crois qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier. Je me sens plus à l'aise, plus posé. Bon, j'ai la même énergie. Mais avant, j'étais une pile électrique, une usine. Certains m'appelaient 100 000 volts, quoi, comme Gilbert Bécaud, quoi. Un fou furieux. Les gens se rendent pas compte. Les gens voient une image de Philippe Andoc comme ceci, mais je dirais, je me sens plus heureux. Ouais, je crois que c'est le terme comme ceci. Plus en paix. Je suis plus dans un côté spiritualité aujourd'hui, parce que pour moi, la spiritualité est importante. Le contact avec le Big Boss, parce qu'on a tous un Big Boss. Après, les gens croient pas. Moi, je suis pas là pour faire de la religion, hein. Pas du tout. Mais il est là. Il a une écoute. Après, c'est un chemin. Après, c'est une construction. C'est une liberté de tout un chacun. Mais depuis que je sens ce chemin de lumière, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça, le grand boss, hein, le Big Boss, hein, c'est le créateur de l'univers. Hein, c'est le grand patron. C'est lui, le Dieu de la Bible. Hein, il a un nom. Hein. C'est l'Éternel. Je peux lui dire merci parce que il y a eu des moments donnés, c'était très difficile. Perte de ma mère, perte de beaucoup de choses. Connu une situation épouvantable. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir lui dire merci, puis il faut savoir dire aussi merci aux gens. Aux gens aussi qui vous aident dans différentes situations, solutions. La gratitude et la reconnaissance, c'est important. Mmh. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas... Bon, ça revient maintenant, mais ça s'était un peu perdu ces dernières années. Au niveau de la reconnaissance et de la gratitude. La reconnaissance, tout le monde prend comment dire, il y a toujours eu cette attitude où les personnes, vous faisiez quelque chose pour elles, c'était normal. C'était parce que je le vaux bien. Voilà. Oui, c'est ça. Cette attitude. C'est parce que je le vaux bien. Oui, pardon. C'est un acquis, c'est un dû. Voilà. Il n'y a pas de dû. Je veux dire, voilà, on demande quelque chose à quelqu'un et tout. Après, comme je le disais tout à l'heure dans l'interview,
Il y a des choses que vous pouvez partager, pas avec tout le monde, mais avec des gens de qualité, quoi. Moi, je préfère avoir quelqu'un de qualité, voilà, boire un café chez quelqu'un, voilà. Un exemple. Là où je suis aujourd'hui, voilà, c'est une personne que j'apprécie, qui est de qualité. J'en ai d'autres. C'est sur les petits gestes. C'est les petits gestes qui font la différence. C'est ça l'important. Ça sert à rien de vous mettre $1 million sur la table et vous pourrir la vie derrière. Mais je n'en veux juste pas. Ça ne sert à rien. Moi, des gestes comme ça, comme ce matin, et puis moi, et c'est pareil. Vous savez, je crois que je fonctionne, Philippe Ondoc, il fonctionne avec le cœur sur la main, quoi. Je suis quelqu'un qui a les tripes, qui a l'envie. Je suis clair. Surtout dans ce métier où je suis, où c'est plutôt des doubles faces. On est beaucoup sur les doubles faces dans le métier média, multimédia. Je crois qu'il faut garder la tête sur les épaules. Rester intègre. Et je pense que le début de la fin, c'est lorsque vous commencez à prendre le cigare ou la grosse tête. Ça, c'est le début de la fin. Et j'ai toujours dit à des amis proches, si vous sentez qu'il y a eu un changement ou que je me la pète, faut me le dire. Parfois, les gens, on se rend pas compte. Vous savez, je regarde dans la rue, quand je vais sur Genève, Lausanne ou ailleurs, les gens disaient bonjour et bonjour et bonjour, parce qu'ils ont entendu soit ma voix à la RTS, ou ils ont écouté Intrigue, ou ils ont vu des vidéos que je fais aussi sur les réseaux sociaux. Je dis bonjour, ça va, un petit mot, bonjour. Puis souvent, j'ai eu quelques réactions de gens qui disent tiens, vous nous dites bonjour, c'est sympa, parce que vos collègues, là, quand on leur dit bonjour, ils répondent jamais. J'ai dit, après, ils font comme ils veulent, chacun fait comme il veut. Moi, vous me dites bonjour, je vous dis bonjour. Vous voyez, le petit détail, il est important, là. Et c'est des gens d'antenne. Ouais. Alors, après, ils sont libres. Moi, j'aime ma personnalité. Moi, je regarde pas les autres. Ça m'est égal. Moi, je regarde mon travail, mon évolution et le développement. C'est ça qui est important. Les autres sont les autres. Je ne suis pas les autres. Tout à fait, c'est bien dit. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'on vous comparait à monsieur 100 000 volts. Et puis, l'autre facette de la médaille, pour vous détendre, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes plutôt vin rouge ou champagne? J'aime qu'on s'appétit. Alors, je dirais oui, champagne, mais je bois beaucoup d'eau gazeuse. D'accord. Je suis peu alcool. Alors, je préférerais boire peut-être, à l'occasion, un bon verre de vin. Armand, je préfère vraiment un bon verre de vin ou un champagne, mais je bois peu. Mais par contre, ce verre que je vais apprécier d'un partage avec plusieurs personnes, je vais vraiment l'apprécier. Je vais pas boire pour boire. Je vais boire pour apprécier le moment général. Très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que vous souhaitez que l'on aborde? Mais on peut parler des réseaux sociaux. Avec plaisir. Je dirais les réseaux sociaux, et c'est là où les gens, surtout pour les entreprises, ne savent pas obligatoirement communiquer sur les plateformes. Quels sont les canaux de diffusion? Je pense que les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui un peu un défouloir sur beaucoup de choses. Ça peut très vite déraper, ça peut aller très loin. Je pense que les réseaux sociaux, faut faire attention, surtout à l'imagerie. Je pense à un compte qui est Instagram, par exemple. Alors Insta, c'est beaucoup sur la photo, mais Instagram, c'est un nombre de faux profils incroyable, un nombre de fakes incroyable. Et sur Insta, c'est de la photo, c'est de la vidéo, mais je pense qu'il faut savoir, gérer ses réseaux sociaux en bonne et due forme, avec son public, ses messages. Moi, sur mon compte, je fais constater les choses. J'en dis pas plus. Les gens constatent par eux-mêmes. J'interpelle plutôt les gens à réfléchir ou à dire, vous en pensez quoi? Et les réseaux sociaux, il y a aussi Twitter. Le Twitter, c'est autre chose. C'est une plateforme où j'ai un petit peu du mal. Et là, j'ai quelqu'un qui s'en occupe pour les intrigues par Philippe Ondoc. Mais aujourd'hui, ça va tellement vite. Tous les 3 mois, les réseaux sociaux, les algorithmes, tout change. C'est difficile d'être toujours à la page, mais d'avoir des connexions, d'avoir des gens qui connaissent, on doit se faire une mise à jour. Et ça, c'est important pour pouvoir continuer, parce que si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui,
vous êtes invisible aux yeux des autres. Et ça, c'est important. Réseaux sociaux, c'est devenu vital, mais il faut pas en devenir non plus addict. Et jouer le rôle de personnage qui ne vous correspond pas, parce que les gens vont vite le ressentir avec les filtres. Combien de personnes filtrent leur truc, c'est phénoménal. Quand vous voyez la personne, vous allez vous dire, oula, il y a un changement, pas tout à fait la même personne là. Effectivement. Il y a des surprises. Très bien, Philippe. Maintenant, j'aimerais savoir pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur vos activités, votre podcast, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il vous plaît? Alors c'est simple, je suis sur les plateformes telles que Instagram. Mon nom Philippe Andoc tout attaché. Vous allez pouvoir découvrir mon compte, on le dit très varié, donc Instagram Philippe Andoc tout attaché. Après j'ai une page Facebook Philippe Andoc. Alors il y a un profil, après une page avec ma tête, vous allez très vite la reconnaître. Je suis aussi sur la plateforme LinkedIn. Philippe Andoc, là vous allez voir aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de campagnes digitales que j'ai faites plus en vidéo, parce qu'une image vaut 1000 mots souvent en vidéo pour les entreprises, par exemple. Là, ces plateformes pour moi sont très importantes et aussi, alors une plateforme qui a pris un bel envol depuis un mois, c'est la page Facebook Intrigue par Philippe Andoc et le compte Instagram intrigue.philippeandoc. Et là, vous avez le côté coulisses. Vous avez le côté des teasings, des photos, et en plus on a une très jolie voix féminine aujourd'hui, qui s'appelle Ségolène, et qui nous fait tous des teasings. Là aussi, ça fait partie de l'évolution. Avant, je les faisais, puis je pense que c'est bien d'avoir une voix de femme. Et elle a une très belle voix, et elle le fait très bien. Donc, vous pouvez aller voir. Pour moi, il est important, Armand, d'avoir des contenus diversifiés, avec des publications plus ou moins régulières. C'est pas parce que pendant 2 jours je ne publie rien que j'ai pas envie, non, pas du tout. La publication, c'est la création qui a du sens. C'est une invitation à vous regarder. Pour moi, c'est là où tout l'intérêt passe. Écoutez, Philippe, sur ces mots, merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé votre expérience de vive voix. Bonne continuation. Merci pour ce moment et à très très bientôt. Merci Philippe. À bientôt. Au revoir.